Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de thermodynamique où on va réviser un point essentiel du cours de première année, c'est comment appliquer le premier principe de la thermodynamique sur des cas concrets. Et donc l'exercice qu'on va traiter ici, c'est de déterminer la puissance thermique pour qu'un système de n mol de gaz parfait passe d'une température T0 à T1 supérieure à T0, ceci de manière isobare et pendant une transformation qui durera 10 minutes. Donc vous mettez la vidéo sur pause, vous cherchez, c'est quelque chose qu'on doit faire rapidement, et on va détailler les méthodes pour y arriver. Il y a plusieurs manières de faire, donc on va les voir. Donc on rappelle ici lecture du premier principe de la thermodynamique qui dit qu'entre deux états d'équilibre, la variation d'énergie interne d'un système plus la variation de son énergie cinétique est égale au transfert thermique reçu par le système et au travail reçu par le système. Donc ça c'est l'écriture générale. Donc un système, on va considérer un système fermé ici, sigma, qui reçoit un transfert thermique et un travail, donc ils sont algébrisés comme étant rentrants dans le système, et voici l'écriture. Alors, dans la plupart des cas que nous étudions en thermodynamique, et dans le cas présent, on s'intéresse à des systèmes macroscopiquement au repos, c'est-à-dire que le système sigma ne se déplace pas, il n'a pas de vitesse d'ensemble, et donc son énergie cinétique macroscopique est nulle, et donc il n'y a pas de variation d'énergie cinétique du système au cours du temps. Et donc pour les systèmes thermodynamiquement au repos, on se ramène en général à delta U égale Q plus W. Alors que sait-on calculer de manière générale? Eh bien, on sait calculer les travaux des forces. Alors, dans le cas d'un travail d'une force quelconque, c'est l'intégrale sur le chemin. Donc par exemple, on va le mettre sur le chemin de F scalaire dl, mais c'est pas le cas le plus courant qu'on rencontre en thermodynamique. Souvent, on travaille avec des forces de pression, et dans ce cas-là, le travail des forces de pression, il s'écrit aussi comme ça, mais on montre dans le cours qu'il s'écrit comme moins l'intégrale de px dv entre l'état initial et l'état final. Donc c'est souvent cette formule-là qui est utile pour calculer le travail des forces de pression. Alors on peut aussi avoir un travail de nature électrique. Donc si par exemple on alimente électriquement notre système, et dans ce cas-là le travail électrique c'est la puissance électrique fois la durée d'expérience, dans le cas où la puissance électrique fournie au système est constante. Sinon, eh bien, au lieu de faire une multiplication, on intègre la puissance électrique qui dans ce cas-là serait variable au cours du temps, de l'instant initial à l'instant final. Donc ça, c'est quand on s'intéresse au travail. Q, on n'a pas beaucoup de formules associées au transfert thermique, et d'ailleurs souvent, pour calculer le transfert thermique, on utilise le premier principe. En fait, souvent, l'utilisation du premier principe sert à déterminer le transfert thermique. Alors, ce qu'on peut juste dire, c'est que, voilà, ici vous avez, que ce soit U, Q et W, ce sont des termes homogènes à des énergies, donc on peut relier Q, qui est un transfert thermique, à une puissance. Par exemple, si on connaît la puissance thermique qu'on apporte au système, eh bien si on la multiplie par la durée d'expérience, ça donne le transfert thermique reçu par le système. C'est une manière de calculer le transfert thermique. Alors de la même manière, si la puissance, ça marche si la puissance thermique est constante au cours du temps. Si la puissance thermique n'est pas constante au cours du temps, eh bien dans ce cas-là, il suffit d'intégrer de 0 à delta t la puissance thermique PTH qui est potentiellement variable au cours du temps fois dt. Donc voilà, pour l'instant, avec le cours de première année, la seule manière d'exprimer le transfert thermique que nous connaissons. On verra en deuxième année que on peut le relier, on utilisera toujours cette manière-là, mais la puissance thermique, on arrivera à l'exprimer à l'aide du cours de diffusion thermique. Mais pour l'instant, on n'a pas ça. Et delta U, eh bien, U étant une fonction d'état, on a un certain nombre de formules très pratiques pour calculer delta U qui dépendent des systèmes utilisés. Et ce que vous devez retenir, c'est que pour un gaz parfait, delta U, c'est égal à la capacité thermique à volume constant fois la variation de température du système. Donc ça veut dire qu'en fait, pour un gaz parfait, U ne varie que si la température du système varie, donc U ne dépend que de la température. Et pour une phase condensée, c'est-à-dire soit un système entièrement solide ou un système entièrement liquide, eh bien delta U égale aussi CV delta T, mais CV on le note grand C, capacité thermique du système, et on va voir après pourquoi. Donc voilà la première méthode. Vous avez ici résumé toutes les formules importantes qui vont nous permettre de déterminer le transfert thermique et donc la puissance nécessaire dans notre système. Donc on va l'appliquer. Alors,
Comme le premier principe s'applique entre un état initial et un état final, il convient de les définir très précisément avant d'appliquer en soi le premier principe. Donc l'état initial est clairement défini dans l'énoncé, donc un système température T0, pression P0, volume V0 et une quantité de matière N. On a un système fermé, c'est nécessaire ici pour appliquer le premier principe. On va se déplacer jusqu'à un état final. Ce qu'on sait, c'est que la température finale est égale à T1. On vous dit que la transformation est isobare, donc la pression du système ne va pas évoluer, elle sera toujours égale à P0 à l'état final. Le système étant fermé, la quantité de matière N n'évolue pas. En revanche, on sait que pour un gaz parfait, on a l'équation d'état PV égale nRT qui relie la pression, le volume, la quantité de matière, la constante des gaz parfaits R et la température. Donc bon, ça c'est une constante, donc R est une constante, je ne le mets pas. Donc si la température a varié et que la pression et la quantité de matière sont fixées, eh bien nécessairement le volume du système aura varié, et donc le volume du système à l'état final, il est là. Donc on a clairement défini état initial, état final, on va pouvoir appliquer le premier principe, donc système macroscopiquement au repos, donc delta U égale Q plus W. Alors que cherchons-nous? Nous cherchons la puissance thermique nécessaire pour atteindre cet état final. Eh bien, on a vu que la puissance thermique, elle était liée au transfert thermique par la relation Q égale PTH fois delta T. Donc en fait, ce qu'on cherche, c'est donc maintenant la valeur du transfert thermique Q, et on en déduira PTH. Eh bien, on a un gaz parfait, et on a vu que pour un gaz parfait, delta U se calculait très facilement. Delta U pour un gaz parfait, c'est CV delta T. CV, on va supposer qu'on le connaît. C'est aussi la quantité de matière du système fois la capacité volumique, la capacité thermique à volume constant molaire, CVM, delta T, et ça c'est quelque chose qu'on peut trouver dans les tables, qui peut aussi s'exprimer en fonction du coefficient gamma, hein, puisque CV, pour un gaz parfait, c'est R sur gamma moins 1, donc fois N. Autrement dit, CVM, c'est R sur gamma moins 1. Donc en fait, on peut aussi les exprimer de cette manière-là, mais bon, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas plus que ça, donc je laisse CV. Il nous manque, pour boucler le système d'équations, la valeur du travail W. C'est souvent ce qui est peut-être de plus pénible à calculer, et donc là, eh bien, on renvoie hein, aux méthodes de détermination du travail des forces de pression, puisque lorsque le volume du système va varier, les forces de pression ici qui s'exercent sur les frontières du système vont agir sur le système, et donc le système va recevoir le travail W qui vaut moins Pxt dV. Alors ici on a une transformation isobare, c'est-à-dire qu'à tout instant la pression du système est définie, donc ça nécessite que déjà les transformations soient relativement lentes, et que on ait un équilibre mécanique à tout instant entre le système et l'extérieur, ce qui nous permet d'écrire à ce moment-là que la transformation étant lente, Pxt égale P, et ici elle est, et comme P on est sur une transformation isobare, eh bien P vaut P0 à tout instant. Ici vous avez P égale P0 pour tout T, de manière à traduire le caractère isobare de la transformation. Alors comme P0 est une constante, je peux le sortir, ça fait moins P0 fois la somme entre l'état initial et l'état final de dV, et ça c'est égal à moins P0 facteur de V final, donc V1, moins V initial, V0. Le travail est bien négatif, puisqu'on a a priori une détente. Le volume final est plus grand que le volume initial, donc ce qui correspond à un travail négatif, ça c'est cohérent. Eh bien on a tout calculé pour exprimer PTH, donc on a CV delta T égale PTH fois le durée d'expérience moins P0 V1 moins V0, et autrement dit, la puissance thermique PTH est égale à CV delta T plus P0 facteur de V1 moins V0, le tout divisé par la durée de l'expérience. Donc voici pour la première méthode le résultat obtenu. Alors, cette méthode, elle a utilisé le premier principe, qui est toujours vrai lorsque le système est macroscopiquement en repos. Mais en fait, c'est pas la méthode la plus simple pour résoudre cet exercice, parce que à chaque fois, on doit calculer le travail des forces, et notamment le travail des forces de pression, et bon, ça peut être un petit peu pénible. Et il existe une deuxième formulation du premier principe qui est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus efficace dans notre cas, mais qui, en contrepartie, nécessite une hypothèse supplémentaire, et cette hypothèse, ben, ça va être qu'on se situe dans une transformation monobare ou isobare. Ça tombe bien, c'est le cas ici.
Donc dans le cas d'une transformation monobar ou isobar. Alors c'est quelque chose qu'on rencontre quand même assez souvent. Dès que vous faites de la chimie par exemple, vous travaillez dans un bécher et la pression extérieure qui s'exerce sur le système ici, c'est la pression atmosphérique qui est constante. Donc par exemple, en thermochimie, on sera toujours très souvent dans ce cas-là. Et puis, lorsqu'on fait un changement d'état aussi, un changement d'état, ça se fait à pression constante, donc on est aussi dans le cas d'une transformation monobar ou isobar. Donc il y a beaucoup d'exemples où on est dans cette hypothèse-là, ce qui fait que même si c'est une hypothèse restrictive, c'est quelque chose qui va servir très souvent. Et bien dans ce cas-là, on ne va pas travailler avec cette expression-là du premier principe, qui est toujours vrai, mais qui complexifie. On va introduire une nouvelle fonction qu'on appelle l'enthalpie, qui par définition, donc le petit triangle ça veut dire par définition, vaut U plus PV, ça c'est toujours vrai, et si on est dans l'hypothèse de monobar ou isobar, on peut écrire que delta H, c'est Q plus W', alors W' ce sont les travaux autres, des forces autres que les forces de pression. Et en général il n'y en a pas. Mais pour la rigueur de l'expression, il faut l'écrire. Et comment on fait? Alors, les travaux autres que les forces de pression, on les calcule, mais souvent, ils n'existent pas. Donc je le mets entre parenthèses parce qu'en fait, dans la plupart des cas, on n'aura pas à le calculer. Q, ce sera toujours PTH fois delta T. Donc le calcul sera le même si la puissance thermique est constante. Et pour delta H, eh bien, de la même manière que pour delta U, on a des formules. Et on a davantage de formules en plus pour delta H que pour delta U. Alors delta H, si on a un gaz parfait qui subit une modification de température, delta H c'est Cp delta T. Si on a une phase condensée, eh bien on a aussi avec une autre valeur de Cp, mais delta H égale Cp delta T, mais Cp s'écrit aussi C, comme delta U. Donc pour une phase condensée, alors en toute rigueur c'est vraiment ici un environ égal, toute phase condensée possèdent une valeur de delta U et de delta H quasiment égale, lorsqu'ils sont soumis à une variation de température. Donc ça, c'est quand on a un système qui est soumis à une variation de température. Mais on peut avoir d'autres cas, alors je vais les dessiner un peu plus loin pour avoir de la place. On peut avoir un système qui change d'état. Quand vous avez un système qui change d'état, cette formulation du premier principe, elle est inopérante, vous ne savez pas calculer delta U. Par contre, on sait calculer delta H quand on a un système qui change d'état, il est égal à la chaleur latente associée au changement d'état, autrement, qui peut aussi s'écrire comme la masse du système qui est en train de changer d'état, fois la chaleur latente massique du changement d'état, et ça c'est des choses qu'on trouve dans les tables, dans les données d'exercice, donc on sait traiter de cette manière un changement d'état, et alors ça on l'a pas encore vu en première année, mais on le verra en deuxième année, lorsqu'on a une réaction chimique isotherme, eh bien on verra qu'on sait exprimer aussi delta H. Alors on parlera de delta H0 et il est égal à delta RH0 fois XIF. Alors je ne rentre pas dans le détail de cette formule puisque ça sera vu dans le cours de thermochimie de deuxième année, mais c'est juste pour montrer la puissance de l'utilisation de delta H qu'on sait exprimer dans beaucoup de cas, contrairement à delta U qu'on ne savait exprimer que lors d'une variation de température. Et donc maintenant qu'on a revu ça, on va l'appliquer pour retrouver le résultat de la puissance thermique de notre expérience, puisqu'on était dans une transformation isobar, donc on va pouvoir l'utiliser, et allez-y et montrer qu'on retrouve le même résultat que précédemment, beaucoup plus rapidement. J'ai juste remis ici donc le résultat trouvé par la méthode 1, et on a reposé donc le système avec l'état initial et l'état final. On applique le premier principe avec H, et comme il n'y a pas de travaux autres que les forces de pression, j'ai delta H égale Q, on vérifie qu'on est bien sur une transformation isobar, mais c'est bien le cas, ou monobar, ça marcherait aussi. Ici on a un gaz parfait qui change de température, donc delta H c'est Cp delta T, Q, on a vu que c'était la puissance thermique fois la variation de température, et bien on en déduit tout de suite que la puissance thermique c'est Cp delta T sur delta T. Voici l'expression de la puissance thermique. Et j'insiste, vous avez vu à quelle vitesse on a résolu ce problème, puisqu'on n'a pas besoin de calculer des travaux. Alors, on pourrait se dire, bah oui, mais est-ce que c'est vraiment la même chose? Ces deux résultats, ça ne saute pas aux yeux, certes, mais écrivons juste la loi des gaz parfaits ici, P0V0 égale nRT0, et ici, P0V1 à l'état final, c'est nRT1. Donc, P0 V1 moins V0 qui est ici, c'est ni plus ni moins que NR, facteur de T1 moins T0, et donc NR delta T. Autrement dit, le résultat que nous avions trouvé avec la méthode 1, c'est PTH égale CV plus NR
fois delta T sur delta T. Et en fait, il se trouve que pour un gaz parfait, Cp égale Cv plus Nr. Donc, les deux résultats que nous avons trouvés sont bien cohérents entre eux. Ça nous a permis au passage de vérifier cette loi intéressante pour les gaz parfaits. Juste gamma, je rappelle, est donné par Cp sur Cv, et l'écriture de ces deux relations, l'écriture de ces deux relations vous permet d'exprimer Cp et Cv en fonction de gamma quand vous résolvez le système. Alors c'est pas le but ici, mais voilà, on a montré de deux manières différentes l'écriture du premier principe, et ce que je veux que vous reteniez, c'est que souvent, quand on parle de premier principe, on retient delta U égale Q plus W. Mais en fait, dans les cas pratiques, c'est souvent delta H égale Q qui est beaucoup plus intéressant, à condition, bien entendu, d'être dans une transition iso ou monobar. Et donc vous repérez dans l'exercice si ces conditions sont appliquées, et si vous êtes dans une transition iso ou monobar, eh bien, il faut chercher à travailler avec delta H égale Q, plus les autres travaux que les forces de pression, hein, j'insiste. Et c'était ça l'objectif de cette vidéo, c'était de vous convaincre que, certes, on retient souvent ça, mais que ça, c'est au moins aussi pratique.